deux chercheuses de venir poser leur regard critique sur l'ensemble de la journée, sur tout ce qui s'est dit, et de nous aider à dégager des pistes et à alimenter cette réflexion continue sur nos collaborations avec la recherche. Je suis bien contente qu'elle fasse cet exercice-là parce que c'était quand même très riche et ça va pas être facile. Donc Véronique Duchesne est anthropologue et enseignante à l'Université Paris-Descartes au Centre Population et Développement, Institut de recherche pour le développement. Et elle fait actuellement partie de l'équipe scientifique avec qui nous collaborons sur la recherche sur le cancer du col de l'utérus que l'on mène en ce moment au Burkina Faso. Et Marie-Geoffrey Roustide est sociologue, chercheur à l'INSERM, connaît bien la RDR aussi à Médecins du Monde depuis un petit moment, pour avoir collaboré sur plusieurs projets de recherche, dont certains sont encore en cours et d'autres à venir, tels qu'une future recherche transversale qui va démarrer début 2019, j'aime bien faire du teasing, sur l'impact de la répression sur les trajectoires de vie des usagers de drogue, normalement sur 3 pays. Voilà, je leur laisse la parole. Alors, je tiens bien sûr à remercier les organisateurs et organisatrices de cette conférence, puisque c'est la première fois que je viens ici à Médecins du Monde. Jusqu'à maintenant, vous êtes déplacés vers nous dans le cadre d'un projet qui commence. Et la moindre des choses, c'est de venir aussi jusque chez vous. Donc c'est une très bonne occasion en plus depuis le début de la matinée. Alors, on nous a briefé un petit peu et c'est au sujet de cette quelle utilité dans l'action, quelle utilité de la recherche. Alors, je voudrais répondre surtout justement à cette première question, quelle utilité des recherches socio-anthropologiques, ou plus largement, comme depuis ce matin, on parle aussi des sciences sociales, dans l'action, mais pas de l'utilisation. Parce que l'utilisation, pour moi, on n'en est pas encore là dans notre collaboration, puisqu'on débute. Alors, je parlerai seulement de... C'est autre chose, hein, l'utilité et l'utilisation, je pense. Mais, bon, d'abord, évidemment, l'utilité, je pense que depuis toujours, la science, on a toujours pensé qu'il y avait une rencontre entre la science comme fin et la science comme moyen d'action, hein. Il y a eu des tas de noms. On a évoqué Jean-Pierre-Olivier de Sardan ce matin. Quelqu'un qu'on évoque moins souvent, Barré, qui, lui, avait réalisé un colloque sur justement les applications de l'anthropologie. Donc aujourd'hui, on est d'accord sur l'utilité des sciences sociales pour l'action, mais effectivement, c'est comment se faire rencontrer deux mondes. Alors moi, je dirais même qu'il y a plus que deux mondes, hein, bien souvent, parce qu'il y a le monde des praticiens, c'est comme ça que vous en parlez, les praticiens de la solidarité. Et en même temps, j'écoute, bien sûr, je fais que ça, et soigner, témoigner, accompagner le changement social. Ça veut dire que finalement, vous ne faites pas du tout que soigner et qu'on n'est pas du tout que dans l'humanitaire. Mais de quelle façon? Alors d'habitude, on disait qu'il y avait un glissement du développement, des études du développement vers l'humanitaire. Là, j'ai l'impression que ça va dans les deux sens, enfin, d'après ce que j'ai entendu là, durant cette journée. Et effectivement, donc des mondes qui sont heureusement très proches quand même. En même temps, en vous entendant parler des chercheurs, excusez-moi, il est parti, monsieur. Enfin, des chercheurs qui ne connaissent pas la grande précarité. Bon, moi, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais je me sens pas du tout concernée par l'exemple qui a été donné là tout de suite. Parce qu'effectivement, on parle de monde, on parle de profession, de contexte professionnel, praticien de la solidarité, chercheurs, enseignants-chercheurs. Alors, il y a eu une intervention ce matin également d'une enseignante chercheuse. Effectivement, c'est aussi un monde en tant que tel, un métier qui n'est pas encore tout à fait le même que celui des chercheurs. Et je suis très contente d'être associée quand même à ce que je vais prendre le temps de vous présenter dans un troisième temps.
Donc, puisqu'en fait, si je suis là, c'est parce qu'effectivement, on a commencé un travail de recherche avec Magali Bouchon et Niklaus. Et je voudrais le présenter dans la dernière partie, puisqu'effectivement, je voudrais l'évoquer. Mais avant, je voudrais revenir sur mon positionnement de chercheuse anthropologue par rapport justement au rôle des connaissances anthropologiques qu'on produit en tant que chercheur. Et j'ai dit que j'allais être très rapide, mais pour qu'on voit un petit peu comment j'ai effectivement travaillé dans le cadre d'un programme de recherche qui était financé par l'ANR, donc un programme de recherche avec des chercheurs, uniquement des chercheurs ou enseignants-chercheurs, donc financé par l'ANR, l'Agence nationale de recherche, pour un temps donné, 3 ans. Le sujet, c'est la stérilité et l'assistance médicale à la procréation dans un contexte de mondialisation. Et on a travaillé en Afrique du Sud, au Burkina Faso, c'était prévu, ça s'est pas fait, au Cameroun et en Île-de-France, en France. Et en fait, effectivement, une fois qu'on a été financé, on avait une grande liberté dans le choix de la méthode, heureusement, dans la problématique, heureusement, et même dans nos collaborations, heureusement. C'est ça l'intérêt aussi de la recherche. Et en fait, ce matin, il y a eu cette question de la méthode inductive. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, c'est l'intérêt quand même de faire de l'anthropologie, de la recherche en anthropologie, c'est de laisser parler le terrain. Donc, laisser parler le terrain, c'est laisser venir les données empiriques et nous entraîner vers ce qu'on n'avait pas prévu au départ, même si ça a été présenté lors de la table ronde, trouver ce qu'on ne cherchait pas. Et ça c'est vrai qu'on y tient. Et c'est vrai que j'ai été amenée à travailler sur la téléphonie mobile alors que je n'avais pas du tout imaginé ça au départ. Donc, c'est qu'un plus parce que d'un seul coup, on se met à travailler sur des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et puis, en même temps, donc ça, c'est le bon côté. Et en même temps, j'ai été amenée à voir qu'on a aussi des contraintes, de toute façon, toujours. Mais là, c'était évident. En 3 ans, on avait des livrables. C'est comme ça qu'on en parle, des livrables. Alors, qu'est-ce que c'est que les livrables ? C'est du papier. Merci, c'est du papier. C'est bien ça. C'est ce que j'ai appelé, moi, des publications sous contrainte, quand même, quand on est anthropologue, quand on est chercheur. C'est-à-dire publier rapidement des résultats, parce qu'on a eu de l'argent public et il faut absolument qu'on publie. Alors, on a répondu à peu près dans les temps. On a fait ce qu'on nous demandait, mais on aurait besoin d'un temps de digestion et d'écriture beaucoup plus longue en ce qui nous concerne, surtout en anthropologie. Bon, ça, c'était... Par contre, alors le lien, j'arrive rapidement plutôt, au lien avec la collaboration, c'est le fait de mon positionnement de chercheuse anthropologue par rapport aux groupes sociaux. Alors, ceux qu'on appelle les bénéficiaires, si je ne me trompe pas, des programmes, des praticiens notamment. Et là, justement, alors il y avait cette question de la restitution. Alors, la restitution, comme des bons chercheurs d'aujourd'hui, oui, il faut absolument la restitution avec ceux avec qui on a travaillé. Bon, c'était très difficile avec les femmes qui ont recours, les femmes africaines qui ont recours à l'ANP, puisqu'elles veulent que ce ne soit pas su, pas que ça reste secret. Et en même temps, justement, la restitution avec les médecins dans les hôpitaux, là je parle de ce que j'ai fait dans mon axe de recherche, a été assez difficile dans le sens où j'ai eu l'impression que c'était pas dans le bon... On en a fait une, hein, mais je pense qu'ils ont pris des petites choses et puis après c'était terminé. Et je pense que la restitution, mais je sais que tu peux en parler après, pour moi c'est vanté, tout le temps vanté, mais c'est pas facile à réaliser. Bon, c'est la seule expérience pour l'instant que j'ai, et notamment avec les médecins qui n'avaient pas, des médecins praticiens qui n'avaient pas du tout la même temporalité. Et quand on veut leur faire partager nos papiers, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, bon, après, les retours, on les a pas, ils n'ont pas le temps. Enfin bon, donc c'est compliqué.
Faut faire court, je sais. Alors maintenant, c'est ce qu'il va falloir apprendre. Là, il y a des tas de challenges au niveau de comment apprendre à faire des brèves. J'ai des collègues qui commencent à travailler là-dessus, sur écrire des brèves, c'est ça? Ou, enfin, en tout cas, pour l'instant, on me parle de ça. Alors, par contre, heureusement, au terme d'un projet de recherche, il arrive qu'on constate qu'il y a une convergence entre nos préoccupations scientifiques et les préoccupations sociales et citoyennes de celles et de ceux qui sont directement concernés. Et là, il se trouve qu'effectivement, ayant travaillé sur le recours aux dons d'ovocytes, notamment donc en Île-de-France, de femmes africaines, j'ai été amenée à travailler, enfin, à présenter mon travail à une conférence organisée par le collectif BAMP, aux côtés association de patients, de l'AMP et de personnes infertiles, une association de 1901 qui a été créée en 2013 au moment où on terminait notre travail, notre programme de recherche. Et là, on a été amené à échanger avec la créatrice d'une chaîne YouTube, une Camerounaise, qui avait créé elle-même sa page Facebook pour le don d'ovocytes difficile pour les femmes africaines en France. Et également avec une collègue gynécologue, une autre collègue qui avait travaillé en santé publique au Kenya et qui était l'auteur d'un blog. Bref, d'un seul coup, résonance écho entre le travail mené de recherche et puis des acteurs sociaux. Donc ça existe. Et alors c'est peut-être pour ça ou pour des tas d'autres raisons également que j'ai donc dans un troisième temps accepté, et celle-là c'est mon positionnement en tant que chercheuse et enseignante anthropologue par rapport aux acteurs et aux actrices de la solidarité et donc ceux de Médecins du Monde. Alors là, c'est un début de collaboration. Il se trouve que le premier contact, donc Magali Bouchon cherchait à identifier des chercheurs, avait identifié Alexandre Dumont, qui est mon collègue, on partage le même bureau, il est épidémiologiste, donc au CEPED, Paris-Descartes. Et bon, rapidement, on a finalement, on peut dire, monté une équipe, 2 épidémiologues, hommes, est-ce un hasard, 2 anthropologues femmes, avec Dolores Pourrette, donc du CEPED, qui elle est chercheuse et qui, revenant de Madagascar, j'espérais bien qu'elle puisse s'investir également, parce que je ne peux pas non plus m'investir comme j'aimerais. Et puis les 2 collègues ici présents. Et bon, on sera amené peut-être un jour à en parler. Moi, je voulais juste parler du départ. Parler du départ en même temps en disant à quel point au départ, c'est pas si simple dans le sens où, pour moi, une entrée par une pathologie, quand on est anthropologue, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que, heureusement, bon, il y a une doctorante ici qui travaille auprès des femmes atteintes de cancer gynécologique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc déjà, parler de femmes atteintes de gynécologie, mais parler de la pathologie, c'est comme si on était inféodalisé un petit peu aux sciences biomédicales avec une entrée par les pathologies, alors que nous, on ne parle que de groupes sociaux, bien sûr. Et le choix du pays aussi, c'était pas si évident. Je sentais un flottement de la part de Médecins du Monde. On n'avait pas complètement identifié le pays au départ. Je me suis dit, mais c'est curieux qu'on n'ait pas assez bien une identification. Et la question a été posée ce matin. Le choix du pays, comment ça se fait? Moi, c'est vrai que je continue aussi je pourrais poser cette question-là. Peut-être ce qu'on a oublié, vous me dites, j'ai presque fini, mais on a peut-être oublié un type d'acteur ce matin, enfin là dans la journée. On a parlé des chercheurs, chercheurs, enseignants-chercheurs, des praticiens que vous êtes pour beaucoup, mais et les experts, ça a été évoqué juste avant nous, les experts qui sont justement ceux qui ont des connaissances, qui réussissent normalement à traduire des connaissances scientifiques pour l'action.
Mais alors, qui sont les experts finalement? Est-ce qu'il y en a? Comment on les identifie? Ils sont de d'où? Où? Et alors, il se trouve que pour terminer, j'aimerais évoquer ce qui m'occupe la plupart du temps, c'est-à-dire l'enseignement. Enseigner les sciences sociales aujourd'hui à des jeunes gens pour qui, effectivement, je dis bien que les sciences sociales, c'est rappeler qu'il y a une démarche critique et qu'effectivement, il faut reformuler le plus souvent les questions qui sont posées par, là, en l'occurrence, ici, les médecins ou les décideurs. Et puis, justement, inverser la perspective, ça a été très bien dit ce matin par Yannick Jaffray, pour se situer du côté des publics, du côté, moi je dirais, des usagers ou des malades, tout simplement, mais avec finalement une contribution avec d'autres, modestement, lucidement, à une production scientifique. Donc ça, c'est ravi d'apprendre qu'il y a des recherches anthropologiques rapides, ce que je ne connaissais pas jusque-là. Mais je suis prête à apprendre et je veux bien en faire partager les étudiants. Enfin, parce que les étudiants d'aujourd'hui, alors justement, eux, quand je les ai aidés la licence, c'est pour eux les sciences sociales. Je dis, mais alors qu'est-ce qu'on produit en sciences sociales? Alors pour eux, on ne produit rien. Vous vous rendez compte? Alors que je leur dis, mais les connaissances, c'est pas rien des connaissances. Ils ne savent même pas qu'à l'université, on produit des connaissances. Les connaissances, je suis d'accord, c'est pas forcément immédiat. Il y aura de l'action, mais quand même, c'est quelque chose de produire des connaissances. Alors eux, évidemment, sont très attirés, et là, je vais laisser la parole, parce que eux sont attirés par quoi? Par l'action. Ils veulent tous être utiles. Tous les jeunes qu'on a aujourd'hui veulent être utiles. Et donc là, effectivement, le dialogue doit continuer entre produire de la connaissance et puis être dans l'action, je pense. Mais j'ai déjà peut-être été un peu trop longue. J'en reste là pour cette première. Je passe la parole. Donc je continue. Merci Véronique. Donc moi j'avais envie pour cette conclusion qui est avant tout une ouverture en fait de me centrer plus sur la question de la dimension participative de la recherche. Donc Véronique a plutôt évoqué la question de l'utilité sociale et donc moi j'avais envie de me centrer plutôt sur cette question en 3 temps. D'abord, je vais essayer de mettre en avant les points saillants de cette journée, en tout cas ceux qui m'ont semblé les plus intéressants, ceux qui m'ont questionné. Ensuite, j'essaierai dans un deuxième temps de mettre en perspective cette journée avec les débats en cours dans le champ de la recherche participative. Et puis, si je ne suis pas trop longue, je terminerai en essayant de vous faire part d'une expérience personnelle de recherche participative qu'on a en cours avec Médecins du Monde. Et puis, je terminerai par celle qui est à venir. Alors, ce que je voulais dire pour démarrer, c'est que ces dernières années, en fait, était d'ailleurs une des raisons de cette journée, le courant de la recherche participative s'est beaucoup développé dans le domaine des inégalités sociales et de la santé, en faisant plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'associer donc les acteurs concernés, les usagers et les acteurs de terrain, permet pour les personnes concernées donc de favoriser leur implication dans la définition de leurs besoins, de renforcer leurs capacités et de contribuer également à leur autonomisation. Ce qu'on a appelé à plusieurs reprises aujourd'hui la question de l'empowerment. La deuxième hypothèse donc, que fait la recherche participative, elle concerne là les praticiens, c'est que ce type de recherche permettrait d'accompagner les praticiens dans des processus de réflexivité sur les pratiques professionnelles. Et puis il y a une troisième hypothèse dont on parle beaucoup moins et je trouve dont on a moins parlé peut-être aujourd'hui. C'est la dernière, c'est qu'en fait la recherche participative elle est aussi très utile pour les chercheurs eux-mêmes. Et je trouve qu'on en a peu parlé aujourd'hui. On a parlé plutôt du bénéfice que les chercheurs pouvaient apporter donc aux praticiens, aux acteurs de terrain et aux usagers. Mais la recherche participative, elle permet également aux chercheurs de bénéficier de la connaissance fine des univers de vie et des pratiques des personnes concernées. Et puis également de mieux appréhender la dimension de l'utilité sociale dans nos recherches, qui est également quelque chose qui contribue à nous valoriser personnellement en tant que chercheurs.
Alors, cette journée de Médecins du Monde a été vraiment très riche, hein, donc je remercie Magali, Nicolas et Isaline, hein, pour cette organisation. Et je trouve que pour une fois, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette journée, c'est que chacun des intervenants ne s'est pas contenté en fait de présenter des résultats de recherche, mais chaque intervention a permis aussi de faire émerger à chaque fois une discussion ouverte sur les enjeux méthodologiques, pratiques et épistémologiques des recherches participatives. Et je trouve que chacun s'est vraiment astreint à cette dimension. Alors, je vais commencer par mettre en exergue donc, quelques éléments qui m'ont personnellement particulièrement intéressée lors de cette journée. La première question qui m'a intéressée, c'est la question des tensions en fait, qui existent entre les finalités des chercheurs et celles des acteurs comme vous qui travaillez dans les organisations humanitaires. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que une des missions des acteurs de l'humanitaire, c'est de faire le juste pour les personnes. Et nous, en tant que chercheurs, en fait, on va s'attacher à être juste dans l'observation et dans l'analyse. Donc, on voit déjà qu'avec cette double précision, en fait, les niveaux de responsabilité des chercheurs et des acteurs de l'humanitaire vis-à-vis des populations ne sont absolument pas les mêmes et sont vraiment différents. Et donc, ça peut créer aussi des tensions. Et une de ces tensions, qui a été évoquée en particulier dans la recherche sur les grossesses non désirées, c'est la question des temporalités. Un chercheur, un acteur de l'humanitaire ne va pas aller sur le terrain pour les mêmes raisons, ce qui va entraîner donc des tensions entre les agendas des uns et des autres, mais également le rapport à l'agenda en tout cas, et également sur la prise en compte des normes locales. Et donc cette question donc, a effectivement été très bien mise en valeur, je trouve, dans la première intervention sur les grossesses non désirées. Une autre question essentielle, je trouve, qui a été évoquée aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait émerger en inscrivant les acteurs de terrain dans des processus de recherche? Alors, cela peut être de la transformation sociale qui va se produire, comme Magali l'a montré, l'a mis en évidence, comme un des résultats inattendus de la recherche sur l'usage de drogue au Myanmar, qui a produit donc un résultat de transformation sociale en faisant évoluer les représentations de certains acteurs et donc en les amenant à s'engager ensuite dans la réduction des risques, alors qu'auparavant, avant d'expliciter ce qu'était la réduction des risques, si j'ai bien compris, il y avait donc justement cet engagement n'existait pas. Mais dans d'autres cas, et on l'a moins évoqué aujourd'hui, la présence du chercheur lors des interventions que vous mettez en place peut aussi produire une forme de dévoilement qui peut aussi être vécu comme une mise en danger du programme. Et c'est peut-être quelque chose qui a été peu évoqué aujourd'hui et je pense qu'il mériterait de continuer à être réfléchi et discuté. Et donc, en fait, quand les acteurs sur le terrain ont l'impression qu'on va être amené à produire une forme de dévoilement, notre présence est perçue alors plutôt comme une forme d'évaluation des pratiques et peut parfois donner lieu à des résistances. Toutes les recherches participatives ne marchent pas aussi bien que celles que vous avez présentées aujourd'hui. Alors, un autre élément qui m'a semblé très intéressant et qu'on a tendance souvent dans le domaine de la recherche à sous-estimer, voire à ne pas faire, c'est le moment de la restitution des résultats. Et je pense que le moment de la restitution des résultats, c'est vraiment une étape essentielle de la recherche participative. C'est vraiment pour moi le temps où va se produire une véritable confrontation des savoirs. Et c'est un moment où les chercheurs vont accepter que les acteurs de terrain aient un regard réflexif sur leurs pratiques. On parle habituellement du mouvement inverse, je l'ai évoqué tout à l'heure, du fait que les chercheurs permettraient aux acteurs de faire bénéficier permettraient de faire bénéficier aux acteurs de leur regard réflexif sur les pratiques, mais l'inverse est également vrai et je pense que ce temps de restitution permet justement ce changement de positionnement. Alors, un autre apport de ce temps de restitution, il est plus politique, c'est qu'il s'inscrit également dans la dimension de l'utilité sociale. Et donc, plusieurs des recherches présentées aujourd'hui ont vraiment, je trouve, parfaitement incarné comment l'apport des sciences sociales pouvait être pris en compte par les acteurs de terrain et les décideurs, et comment cela a pu contribuer à faire évoluer les cadres de pensée également dans le cadre des politiques publiques. Alors, il y a un autre élément dont on a un petit peu parlé dans le cadre de la présentation de Makazi,
mais qui me semble également essentielle et qui mériterait, à mon avis, de poursuivre la réflexion, c'est la question des rapports de pouvoir et la question de la violence symbolique qui est en lien avec la hiérarchisation des savoirs. Donc on formalise de plus en plus actuellement avec le concept d'injustice épistémique, donc de Miranda Fricker. Et en fait, cette question de la hiérarchisation des savoirs, elle existe entre les chercheurs, les praticiens et les personnes pairs. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête et de travailler cette question. Alors, dans cette même lignée, cette journée a également montré la nécessité d'avoir une discussion sur les termes utilisés quand on parle de recherche participative. Il y a un intervenant ce matin qui a évoqué le fait qu'il n'aimait pas la dénomination savoir profane. J'ai aussi j'utilisais beaucoup ce terme auparavant et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec ce terme savoir profane parce que je trouve qu'en fait, on l'appréhende souvent en creux, en fait, d'une certaine manière, en miroir des savoirs professionnels et scientifiques. Et ça peut, d'une certaine manière, contribuer à renforcer ces injustices épistémiques et donc à donner lieu à une forme de dévalorisation implicite de ces savoirs. Alors, la rencontre, plus généralement, donc quels sont les enjeux qui se posent dans le cadre de la recherche participative aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est que la recherche participative, elle permet donc la rencontre des chercheurs, des usagers et des praticiens, et elle permet de lancer une dynamique donc de construction des savoirs qui a des effets positifs, non seulement d'un point de vue épistémologique, sur la question de la production de connaissances, mais également d'un point de vue sociopolitique, et c'est ce dont on a beaucoup discuté aujourd'hui. Alors, la recherche participative va valoriser donc les savoirs expérientiels de personnes en situation de vulnérabilité, parce qu'on a beaucoup parlé de personnes en situation de vulnérabilité lors de cette journée, qui peuvent être des usagers de services, des pairs aidants. Mais cette recherche participative, elle a aussi comme intérêt de contribuer à leur donner de la visibilité à cette diversité de savoirs dans le débat public. Donc, les processus mis en œuvre par les recherches participatives se donnent donc comme objectif, comme on l'a dit, d'améliorer le pouvoir d'agir des personnes en situation de vulnérabilité. On l'a beaucoup mentionné aujourd'hui, la question de l'empowerment a été souvent mentionnée, mais moi je me pose quand même la question, je trouve qu'il y a une question qui reste en suspens, c'est comment mesure-t-on vraiment cet impact des recherches participatives sur l'empowerment sur le long terme, et en particulier quand la recherche s'arrête. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les chercheurs partent et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Est-ce que les effets qui ont été produits par la recherche durent sur le long terme? Et ça, généralement, on le mesure peu. Et parfois, on peut se demander si on n'est pas plutôt dans le registre de l'injonction. Ensuite, donc la recherche participative, donc comme je viens de l'évoquer, a également un objectif qui est d'améliorer la rencontre entre la science, le débat public et la société. Alors, la nécessité de replacer la voix des personnes, donc on a évoqué la parole, la voix des personnes en situation de vulnérabilité au centre des projets de recherche, est mise en avant donc, pour des raisons d'équité sociale et de réduction donc, des injustices épistémiques, mais cette mise en avant de la voix des personnes, elle est également très utile pour favoriser la crédibilité de la démarche de recherche donc des chercheurs eux-mêmes. Et en fait, en mettant en œuvre des recherches participatives, on va avoir des recherches qui vont pouvoir permettre de faire évoluer les pratiques professionnelles. Et donc, elles vont être utiles aussi pour les chercheurs parce qu'elles vont permettre aux chercheurs de s'inscrire dans une logique d'utilité sociale. Qui n'est pas toujours... Alors, qui peut être effectivement, j'y reviendrai à la fin, perçu de manière pas toujours très positive dans le champ académique, mais quand même, aujourd'hui, de plus en plus, et je pense que c'est notre rôle, la recherche participative est quand même de plus en plus valorisée avec le développement. Plus on a de chercheurs qui la mettent en place, plus c'est une forme de recherche aussi qui va devenir dominante également dans le champ académique. Mais la recherche participative, elle s'inscrit également dans une logique d'intérêt. Une logique d'intérêt pour les acteurs de l'humanitaire. Donc, on a beaucoup parlé donc, des intérêts des acteurs humanitaires aujourd'hui, mais également pour l'intérêt des propres chercheurs, parce que la recherche participative peut aussi aujourd'hui être une forme de stratégie pour les chercheurs, parce que c'est un moyen, en particulier en santé publique, d'avoir des accès facilités à certains budgets de recherche.
Et en fait, il ne faut pas l'oublier. Et le problème de cette inscription dans des stratégies qui sont plutôt là dans le registre de l'intérêt stratégique, c'est qu'en fait, on observe, enfin en tout cas moi j'observe de plus en plus de recherches qui sont faites avec le logo démarche participative et qui en fait ne le sont pas véritablement dans les faits et qui contribuent parfois à en dévoyer également le sens. Alors, la recherche participative est en pleine expansion, on l'a vu aujourd'hui, mais les savoirs théoriques dans ce domaine ne sont pas encore stabilisés et peu d'outils méthodologiques concrets existent actuellement pour guider les chercheurs, les praticiens et les pairs, justement pour mener ces recherches dans de bonnes conditions. Le processus et les résultats de ces recherches participatives accordent trop peu d'attention aux enjeux épistémologiques et pratiques qui entourent donc l'utilisation d'une recherche participative. Et ces recherches peuvent donner lieu à des écueils et à des impasses qui nécessitent donc de disposer d'un espace de mise en commun et de réflexion, comme on a pu donc l'avoir aujourd'hui grâce à Médecins du Monde. Alors, on a des chercheurs en France et au Québec qui ont essayé de théoriser ces questions-là. Et Baptiste Gaudry, par exemple, a montré que la prise en compte des savoirs expérientiels dans la recherche peut aussi donner lieu à des formes d'instrumentalisation et de reproduction des rapports de domination entre les savoirs académiques et expérientiels, si cette démarche ne s'accompagne pas d'une reconnaissance de la légitimité à part égale de ce type de savoir. Ce qui renvoie par exemple à la place accordée aux acteurs professionnels ou aux usagers dans la phase de valorisation des données, de publication, de communication scientifique. Anne Petiot et Marion Loison-Le-Ruste ont également montré que la recherche participative pouvait certes être à l'origine de réflexivité, mais que parfois la confrontation des points de vue entre praticiens et chercheurs peut aussi n'être qu'un lieu où chacun ne cherche qu'à conforter ses propres savoirs sans être dans une réelle posture de dialogue et de co-construction. Alors pour terminer, si je peux, je vais juste m'appuyer donc sur ma propre expérience. Donc j'ai mis en œuvre avec mon équipe donc plusieurs recherches participatives depuis une vingtaine d'années. Maintenant, la première recherche participative que j'ai menée portait sur l'autosupport des usagers de drogue à la fin des années 90. Elle se poursuit aujourd'hui en collaboration avec les acteurs concernés, avec les usagers donc membres de ces groupes d'autosupport. Et donc ça a donné lieu à la rédaction d'articles en commun. Et on a publié d'ailleurs un numéro d'esprit l'année dernière sur les politiques des drogues avec un membre de l'autosupport avec lequel je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant. On a mené également avec mon équipe donc une recherche sur la construction des outils de réduction des risques liés à l'usage de crack, une recherche soutenue par la NRS qui a été menée avec des acteurs de réduction des risques et également avec des usagers de crack. Et puis avec Médecins du Monde, j'ai eu l'occasion en fait de démarrer une recherche participative en 2012 avec Marie Debru qui souhaitait s'interroger sur les enjeux sociaux du programme Early, donc, qui est un programme d'éducation aux risques liés à l'injection. Et en fait, ce que souhaitait Marie, c'était aller au-delà de la mesure de la simple efficacité de l'intervention, qui avait été explorée de manière tout à fait efficace par une recherche en santé publique. Mais Marie souhaitait s'intéresser à la question de la dimension anthropologique, en fait. Qu'est-ce qui sous-tendait ce programme d'éducation aux risques liés à l'injection. Et puis nos intérêts ont concordé parce que de mon côté, donc, je travaillais sur les savoirs expérientiels en réduction des risques. Et donc on a eu l'idée donc, de mener donc, ce projet ancré dans une perspective socio-anthropologique qui a été financé par SIDAction. Donc on a construit un projet de recherche ensemble qui s'intéressait en fait non pas à l'efficacité d'Early, mais à la boîte noire d'Early. Ce qui nous intéressait, c'était d'appréhender comment fonctionnait la visée éducative de l'intervention et comment se confronter les savoirs des usagers et des professionnels lors de l'intervention, quels étaient les changements produits par l'intervention dans l'autonomisation des usagers, mais également quelles étaient les difficultés et les tensions rencontrées concernant la hiérarchisation des savoirs implicites, les enjeux de pouvoir
liées à la relation professionnelle-usager, mais également les appartenances disciplinaires des professionnels intervenant au sein d'Early, qu'ils soient soignants, éducateurs, et également la confrontation des professionnels à leur propre rapport à l'usage de drogue. Donc à partir de 2012, mon équipe a mis en place une recherche participative donc avec Médecins du Monde afin donc d'étudier cette co-construction de savoir sur l'injection. Nous étions 3 donc, dans le cadre de cette recherche, en plus de Marie Debru, donc un étudiant de master en sciences sociales, Alexandre Truc, une anthropologue, Aude Viard. Et donc, on a démarré la recherche par des rencontres sur le terrain, des discussions informelles entre chercheurs et intervenants. Puis la démarche s'est formalisée à partir de 2015 par la définition d'un cadre méthodologique, donc on a construit ensemble, et qui s'appuyait donc sur des observations ethnographiques de séances d'injection, des entretiens avec des usagers, la participation aux réunions d'équipe et des focus group finaux visant à discuter les résultats de la recherche. Alors, on a démarré donc ce processus de recherche participative avec Médecins du Monde. Marie a participé à l'écriture du projet, mais la suite de la recherche n'a pas pu se mettre en place comme nous l'avions envisagé en raison d'aléas institutionnels. Et donc, en fait, on l'a vu, c'est ce qui se passe souvent dans le cadre des recherches participatives. Les chercheurs ont quelque chose en tête, et puis ensuite, dans la vraie vie, les choses se passent parfois un peu différemment. Puisqu'au moment où on a commencé à déployer la recherche, parce qu'il a fallu qu'on obtienne également des autorisations éthiques, Médecins du Monde a mis en place donc une démarche de capitalisation, puis de fermeture du programme, comme c'est souvent le cas à Médecins du Monde. Vous êtes très innovants, vous lancez des programmes, et puis quand ça marche, vous les transférez et vous les offrez également à d'autres institutions. Alors, au-delà de ces aléas, donc on a souhaité conserver la dimension participative de cette recherche qui s'est poursuivie d'une autre manière. Donc on a poursuivi les échanges lors de la démarche de capitalisation avec Anne Chéron et Louise Bichet. Et puis, même si nous avons changé donc, nos terrains d'investigation, on a poursuivi les temps d'échange collectifs sur l'analyse des données avec Marie Debru et également Yaël Doriol. Et donc, l'enthousiasme à réfléchir ensemble, à confronter nos savoirs dans une perspective d'analyse critique qui reconnaissait à chaque intervenant une compétence au même titre que celle des chercheurs est restée intacte. Et donc, cette mise en commun a donné lieu à la publication d'un article de revue co-signé et également à une intervention conjointe dans un colloque sur la recherche participative qui était organisée par Anne Petiot. Alors, cette démarche donne lieu actuellement à des moments de réflexion communs qui vont se poursuivre dans le cadre de cette recherche, mais également nous démarrons donc une nouvelle recherche de manière plus formelle avec l'équipe de Médecins du Monde dans le cadre du pôle recherche et apprentissage et avec Justine Klingelschmidt qui est ingénieure d'études au CERMES 3. Et donc, nous allons travailler avec Médecins du Monde là, sur l'impact de la répression sur les trajectoires de vie des usagers dans différents contextes sociopolitiques. Nous sommes en train de définir donc, les pays sur lesquels, dans lesquels nous allons intervenir. Alors, pour terminer, en tout cas, une des questions centrales de cette recherche à venir sur l'impact de la répression sur les trajectoires de vie des usagers, je pense, va être celle de la thématique de l'engagement et de la neutralité axiologique, donc, qui a été soulevée par Sandrine tout à l'heure. Et je pense que, voilà, à mon avis, une des tensions et un des enjeux forts va être sur cette question-là, sur la question du plaidoyer, puisque, effectivement, moi, contrairement à Hélène, je peux avoir des engagements, mais en tout cas, je ne suis pas engagée de la même manière au sein de Médecins du Monde. Mais nous avons tous des histoires personnelles, des appartenances sociales qui nous amènent à avoir un positionnement sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons et qui d'ailleurs nous amènent à nous engager sur certaines thématiques de recherche plutôt que d'autres. De plus, comme Sandrine l'a évoqué tout à l'heure, notre immersion sur le terrain nous amène à être affectés, mais également à construire des relations sociales et du partage d'émotions avec les personnes, soit les usagers de drogue, en l'occurrence, soit les professionnels, en ce qui me concerne, soit avec les professionnels également de réduction des risques qui constituent au départ des objets d'étude, puis des partenaires de recherche dans le cadre de la démarche participative. Et ce partage, en fait, il contribue à modifier notre regard de chercheur
dans le processus même de la recherche et donc à faire évoluer notre analyse. Donc, en fait, c'est pour ça que cette question, effectivement, de la neutralité, de l'indépendance, telle qu'elle est posée, en tout cas, dans le champ académique, avec cette distinction entre la science pure et impure, me semble effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, totalement inappropriée, en fait. Les choses sont beaucoup plus complexes que cette simple distinction. Et donc, je pense que c'est aussi le rôle des chercheurs en sciences sociales de faire évoluer au sein de nos institutions académiques cette fausse dichotomie entre sciences pures et impures produite par l'illusion de la neutralité. Alors, ce qui compte avant tout dans nos démarches, c'est d'affronter ensemble la question de la complexité de notre monde social. Et donc, pour terminer, je voudrais vraiment remercier toutes et tous donc d'avoir accepté d'échanger de manière si ouverte et constructive aujourd'hui. Et personnellement, en tout cas, moi, ça va me nourrir énormément pour la recherche que nous prévoyons de mener avec Médecins du Monde dans les mois à venir. Merci à tous. On a presque terminé. On laissera le dernier mot à Magali, qui a quand même est un peu derrière tout ça, j'ai envie de dire. En tout cas, elle a beaucoup contribué depuis 10 ans à tout ce chantier. Et elle le porte magnifiquement, comme l'autre ont déjà dit aujourd'hui. Peut-être une mini-remarque. Moi aussi, je suis... ma tête fume un peu, mais j'ai pris beaucoup de notes. J'ai appris plein de choses. Il y avait des prises de parole vraiment très construites, extrêmement intéressantes. Donc, je vous remercie tous, les intervenants, aussi tous ceux qui sont restés la moitié de la journée, qui sont déjà partis. Bon, ils n'entendront pas, mais ceux qui sont restés toute la journée également. Un mot sur l'engagement. Je pense qu'il faut aussi dire que c'est déjà un engagement de toutes les chercheurs et chercheuses qui sont venus aujourd'hui. Pas forcément... voilà, on leur a payé le train, mais ça prend un énorme temps de préparation, d'être là. Certaines viennent de Marseille et ensuite de suite. Donc, ça montre aussi déjà un engagement dans ce dialogue et votre contribution a été vraiment excellente. Oui, pour terminer, continuer effectivement pour remercier chaleureusement les intervenants qui, je dois dire, ont accepté très rapidement notre invitation et notre invitation à venir dialoguer aussi avec nous, à nous aider à dégager des pistes. Et quand je vois la qualité des interventions, leur promptitude à venir, c'est pour moi un premier indicateur très fort déjà de l'engagement de la recherche auprès des acteurs humanitaires. Je voulais aussi remercier mes collègues praticiens, ce qu'on a appelé les praticiens aussi, pour leur capacité à écouter ce discours critique. Moi, j'avais effectivement briefé un petit peu les différents intervenants, leur disant « Allez-y, on est là aussi pour se parler et c'est le moment de se dire les choses ». Et je vois que vous ne vous êtes pas privés parfois, mais tant mieux, parce que ça va nous aider aussi à toujours à réfléchir et d'améliorer aussi nos postures. Donc, merci aussi à mes collègues de nous avoir aidé, le groupe DSC, à intégrer dans la maison les sciences sociales. C'était pas un long fleuve tranquille. Je pense, Marie-Laure, tu le sais aussi. Donc j'ai commencé l'intro par un flashback. En 2008, on a commencé à construire ce projet et je pense qu'on a fait bien du chemin. Et donc je suis vraiment contente, surtout quand je vois une salle comme ça, parce qu'à l'époque, au départ, on se sentait peut-être un peu seul. Voilà, donc je pense que l'utilité, elle fait plus tellement débat au sein de Médecins du Monde. Je crois que tout le monde a bien compris, et je le vois aussi à l'évolution de nos partenariats notamment, que l'utilité, elle est constamment... en tout cas, elle n'est plus remise en cause. L'utilisation, elle est un petit peu plus compliquée encore, on le voit, et je pense que c'est vraiment le point sur lequel on doit continuer à travailler, c'est quelle utilisation on fait de ces données, comment est-ce qu'on arrive à les utiliser au plus proche de ce qu'on a pu tirer de ces recherches, et comment est-ce qu'on arrive à changer et à porter de cette transformation sociale que l'on porte. Donc merci à tous, et maintenant on peut aller boire un verre.